Donc ce dont on va parler aussi cette semaine, c'est ce qu'on appelle les jeux à monétisation combo. Enfin, c'est ce que j'appelle comme ça. Donc c'est quoi? C'est en fait votre but, comme je vous ai expliqué, hein, pour ceux qui suivent bien l'hebdo gaming, je vous ai expliqué qu'il y a à peu près deux manières de faire dans le gaming, hein. C'est quoi? C'est vous avez horizontalisé votre marque, donc vous allez l'amener sur d'autres supports, des films, des séries, des t-shirts, ce genre de choses, et vous créez vraiment une monétisation croisée en créant des parcs à thème, ce genre de choses. C'est la technique de monétisation Disney par exemple. Vous créez une série et après vous allez l'élargir à un nombre de supports très important. Et après vous avez la monétisation d'accord. Vous avez la monétisation verticale, d'accord. Et là, vous allez essayer de monétiser dans le jeu. Et dans le jeu, pour monétiser, ce qu'on voit, c'est une révolution qui est très très importante. C'est en fait, euh, quand vous avez eu un changement de monétisation dans la musique ou dans les séries, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous êtes passé de j'achète mon disque ou je regarde ma série sur une chaîne de télé ou je l'achète ou ce genre de choses, à je paye un abonnement et j'ai accès à du contenu. Mais c'est tout. Une fois que vous avez payé votre abonnement, vous avez accès à du contenu. À la limite, la seule monétisation nouvelle qu'on a créée avec Netflix, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle toutes les marques qui sont présentes dans un film ou dans une série. Donc en fait, ces marques-là vont payer pour être mises en avant pendant le film et la série de manière un peu détournée. Donc c'est des annonces pendant le show. Et donc ça, c'est une nouvelle méthode de monétisation qui était assez peu présente avant sur les séries des chaînes de télé classiques, hein, et qui est beaucoup plus présente sur Netflix. Pourquoi? Bah parce qu'en partie sur les chaînes de télé classiques, si vous mettiez en avant pendant le film, je sais pas, mais Samsung pendant tout le film, et qu'au milieu vous aviez une pub qui était payante pour Huawei, bah, les mecs de Huawei, ils étaient pas forcément contents que pendant tout le film on voit un téléphone, un smartphone Samsung. Donc on essayait de pas trop jouer là-dessus. Maintenant c'est en train de changer grandement et ça vous montre que vous avez la monétisation, c'est-à-dire la personne qui paye l'abonnement, plus après le commercial un peu planqué dans la série. Mais c'est quand même assez limité, vous vous rendez bien compte que voilà, vous n'êtes pas dans une série en plein milieu avec une pub qui apparaît. Non, non, c'est des choses vraiment très des petites touches, la marque de la voiture qui est utilisée, la marque du téléphone, mais c'est pas des choses qui vont rapporter des dizaines et des dizaines de millions. Dans le jeu vidéo, dans la musique, c'est pareil d'ailleurs. Dans le jeu vidéo, ce que vous avez d'intéressant, c'est qu'on commence à voir quelque chose, c'est une innovation sur la construction du jeu vidéo. C'est-à-dire avant, on achetait le jeu vidéo. Maintenant, de plus en plus, on vous dit, mais en fait, vous allez pouvoir vous abonner à un service qui va avoir le jeu vidéo et vous allez y jouer un peu comme vous écoutez de la musique. Mais ce qui se passe, c'est que la monétisation, une fois que vous commencez à jouer aux jeux vidéo, elle va bien plus loin. Ok, vous avez payé un abonnement et vous avez accès au jeu. Mais en fait, vous avez accès au jeu, mais si vous voulez des contenus supplémentaires dans le jeu, ou si vous voulez des cosmétiques dans le jeu pour montrer que vous êtes fan de Arsenal, ou pour montrer que vous voulez le t-shirt violet, ou que vous voulez vous balader dans le jeu sur une licorne, ou ce genre de choses, vous allez payer. C'est des choses en plus. D'accord? Et donc tout ça, c'est des monétisations dans le jeu supplémentaires qu'on crée et on crée un univers de monétisation qui est très très important. Et en fait, du coup, l'achat du jeu vidéo en lui-même, qui était vraiment l'acte qui crée de la valeur avant dans l'univers du gaming, bah, c'est plus ça qui va créer de la valeur. Mais la valeur, elle n'est pas partagée dans le temps long. C'est-à-dire les gens vont dépenser dans le jeu vidéo plus longtemps, ils vont peut-être dépenser moins au début, mais sur la durée, ils vont dépenser beaucoup plus. Et vous allez créer tout un univers de monétisation là-dessus. Et ça, c'est très très intéressant parce que dans l'univers de tout l'univers culturel, hein, si on se limite vraiment qu'à l'univers culturel, dans l'univers culturel, tous les secteurs qui sont passés au mode d'abonnement, vous monétisez que par l'abonnement. Et une fois que le client s'est abonné, bah, plus vous écoutez une musique, plus l'artiste il reçoit de sous, et les paiements ils sont ridicules, de l'ordre de quelques centimes, et encore. Quand c'est un centime pour l'écoute, c'est déjà beaucoup. Donc vous êtes obligé de faire du volume. Et en fait, vous vous rendez compte que dans le jeu vidéo, peut-être qu'on va pouvoir avoir une monétisation un peu différente qui va faire que
vous n'allez pas forcément obligatoirement chercher le volume de joueurs, mais parfois vous allez peut-être juste donner votre jeu pour que les gens y aient accès. D'accord? Donc vous allez le mettre sur le Game Pass de Microsoft pour que les gens y aient accès. Les gens qui vont y jouer, Microsoft va vous rémunérer de manière assez faible, mais par contre, vous allez essayer de les convertir dans votre jeu à acheter des goodies en plus, ce genre de choses. Et donc, vous vous rendez compte que la monétisation, elle est totalement différente. Et ça, dans le monde de l'abonnement, c'est vraiment très très nouveau et on n'a quasiment jamais eu ça. C'est-à-dire vraiment votre rentabilité, elle se trouve dans le jeu et comment les gens vont y jouer et comment on va structurer la monétisation dans le jeu. Et donc ça, vous avez vraiment beaucoup de choses. Pour prendre un exemple, on peut prendre un exemple sur un jeu qui s'appelle GTA, hein, d'accord. Donc GTA, c'est un jeu plutôt, voilà, qui était solitaire au début, c'est-à-dire on jouait tout seul. C'était une grosse licence phare de Take-Two. Donc voilà, ils ont sorti GTA 5, c'était un jeu solo et tout ça. Quelques années plus tard, enfin plutôt quelques mois, ils ont sorti ce qu'on appelle GTA Online, donc ça permettait de jouer avec les gens. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient à GTA ensemble. Et ils se sont dit, faut pas qu'on perde ces gens-là, donc il faut qu'on crée quelque chose. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu le jeu GTA comme un jeu par abonnement, as a service. C'est-à-dire c'était quoi? Ils allaient apporter du contenu dans GTA pendant des années et des années, continuer à envoyer du contenu dans le jeu, parce que comme ça les joueurs continueraient à jouer, et en mettant en place des événements de temps en temps, en créant des updates payants, des gratuits, ce genre de choses, ils allaient construire toute une monétisation de long terme et ils allaient créer une base d'utilisateurs qui étaient fans de la série GTA. Et au lieu d'être là, de leur vendre un jeu auquel ils vont jouer 6 mois, puis de revenir 4 ans plus tard et de leur vendre la suite de la série auquel ils vont jouer 6 mois, ce genre de choses, ben en fait vous les gardez captifs pendant 4 ans sur le online de votre jeu, puis après vous passez à la nouvelle version de votre jeu, puis vous les gardez captifs. Alors vous avez des gens qui vont s'arrêter de jouer, qui vont jouer au jeu en solo, qui vont jouer après un peu online, et puis après voilà, il faut les reconquérir. Mais vous avez beaucoup de gens aussi, ils restent dans le jeu. Et du coup, le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que en appliquant cette stratégie et en allant chercher la monétisation dans le jeu, bah, GTA, ça produit 1 milliard de chiffre d'affaires en vente de services additionnels dans les jeux GTA à l'heure actuelle. Et donc, ça pousse quoi? Ça pousse Take-Two à voir le jeu GTA en tant que tel tout seul, comme quelque chose que parfois on va donner aux gens pour les convaincre de venir jouer, et une fois sur le jeu, on va essayer de les convaincre à acheter des choses dedans. Et donc vous voyez bien que du coup, on est passé d'un système où on voulait absolument vous vendre un jeu à un prix très cher, c'est-à-dire par exemple 60-70 euros, à un système où maintenant, en fait, on veut attirer des joueurs pour après monétiser une base d'utilisateurs la plus large possible. Ou alors pour convaincre certaines personnes de venir et puis monétiser efficacement une base d'utilisateurs. Et vous avez des monétisations qui sont très très violentes. Vous prenez un jeu comme City Skyline, qui est un jeu en fait de construction de ville. Récemment, il a été gratuit sur Steam. Et en fait, quand vous lisez un peu le studio, pourquoi ils l'ont rendu gratuit, il vous explique. Si vous achetez tous les bundles, c'est-à-dire toutes les options du jeu, le jeu vous coûte 243 $. Le jeu en lui-même, il coûte entre 25 et 40 $. Donc en donnant le jeu, leur but c'est quoi? C'est de se dire on va donner 25 à 40 $ aux gens. En fait, ils vont pas vraiment donner parce que les plateformes vont les payer pour que le jeu soit gratuit un certain nombre de temps. Mais elles vont pas payer l'équivalent de 25 $ par téléchargement. Elles vont payer quelques dollars par téléchargement grand maximum. Et encore, on va être plus proche de 1 $ la plupart du temps. Enfin, ça dépend un peu de la plateforme. Donc du coup, ils vont toucher un peu d'argent. Ils vont avoir un afflux de joueurs, dont des joueurs qui peut-être auraient jamais voulu acheter le jeu à 40 $. Ou même à 35, voire même à 25. Mais là, comme il est gratuit, ils vont y jouer. Ils vont trouver ça intéressant et ils vont peut-être acheter 2-3 DLC. Et peut-être que ces 2-3 DLC, en fait, ça équivaut à 25 $. Et donc à la fin, c'est comme s'ils avaient acheté le jeu. Et vous créez toute une monétisation comme ça. Et ça vous montre aussi quelque chose, c'est que là où au début on pouvait se dire, les éditeurs, ils vont avoir peur d'investir dans les Game Pass et dans ces choses-là. Et ben en fait, pas forcément. Parce que si Microsoft vous donne un peu d'argent pour que votre jeu soit gratuit, et qu'après vous avez la capacité de monétiser comme vous voulez votre jeu une fois que les joueurs sont rentrés dedans, bah, vous pouvez avoir intérêt à donner votre Game Pass. D'accord? Et on va voir que c'est ce que certains font. Et donc du coup, la monétisation de GTA, vous vous rendez compte que
grâce à ça, ils ont créé toute une communauté sur Twitch et tout qui font ce qu'on appelle des roleplay, donc des jeux de rôle sur GTA avec des attaques de casino, ce genre de choses et tout ça. Et ça leur permet d'être tout le temps sur Twitch, ça leur permet de faire en sorte qu'on parle tout le temps de la licence, c'est-à-dire qu'avant GTA c'était une licence qui sortait tous les 4-5 ans. Donc en fait, la licence sortait, on en parlait pendant 2-3 ans, après on n'en parlait plus trop, on parlait de la nouvelle du prochain GTA, la licence sortait, on en parlait beaucoup et tout. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que en ayant installé ce online, il y a toujours sur Twitch des gens qui jouent à GTA parce qu'il y a toute cette communauté qu'on dit roleplay. Du coup, le jeu, il est toujours à bas bruit, très présent dans les médias. Et quand ils vont sortir le nouvel opus, ils vont pouvoir s'appuyer sur cette communauté et sur ce fait que la licence, elle est toujours présente à bas bruit. Donc les gens, ils s'en rappellent tout le temps et on vous le matraque. Et du coup, entre guillemets, bah, avec cette stratégie, ils font 1 milliard de chiffre d'affaires. Et si on compare ça en nombre de jeux qu'il faudrait vendre chaque année pour avoir la même chose, chez Tech2, ça correspond plus ou moins à 33 millions de copies de GTA V vendues chaque année. Donc vous vous rendez compte, en ayant développé ça, et c'est encore une fois, c'est quelque chose qui n'existait pas chez Tech2 il y a 5 ans. Enfin, ça existait, mais c'était vraiment le tout début. Il y a 7 ans, ça n'existait pas. Il y a 5 ans, ils étaient au commencement. Et maintenant, ils font 1 milliard là-dessus. Vous vous rendez compte vraiment du potentiel. Donc, vous pouvez vous dire que, par exemple, un éditeur comme Ubisoft, si par exemple, il arrivait à amener ce online et cette vision du online dans Assassin's Creed, et vous voyez bien que la valorisation de la société, elle peut changer du tout au tout. Du tout au tout. Parce que si vous amenez 1 milliard dans le temps, tout le temps, par des gens qui sont fans de la licence et qui vont y jouer avec leurs potes tout le temps parce que vous avez un mode online de qualité, bah tout de suite, la valorisation de la société est tout à fait autre, hein. D'accord? Et du coup, ça nous amène aussi à quelque chose. C'est-à-dire que Take-Two, c'est des gens qui ont toujours dit, nous, le gaming as a service, on pense qu'on ne pourra pas éditer notre propre service, donc on va être dépendant des autres, mais on pense que il faut toujours qu'on vende les jeux à fort tarif. Et en fait, du coup, qu'est-ce que nous apprend Tech2 à l'heure actuelle? C'est plus ou moins ce que nous a appris Disney avec la sortie du dernier Mulan. C'est en fait, chez Tech2, ils nous disent, quand on va sortir le prochain GTA, il ne sera pas disponible sur les plateformes de gaming as a service, on va le vendre 65 $ ou 70 $. Pendant un an, il va être à ce tarif-là. Après, on va peut-être le passer entre 45 et 50 $. Et par contre, à la troisième année, on va commencer à le mettre en place sur les plateformes. Et là, on va essayer de capturer des nouveaux joueurs qui n'auraient pas forcément acheté le jeu. Les gens qui sont fans de la licence, ils vont continuer à payer 65-70 $ pour y jouer tout de suite. Les gens qui veulent jouer avec leurs copains et qui sont un peu moins fans, ils paieront entre 45 et 50 $ l'année 2. Les autres, eh ben, ils vont venir en masse l'année 3 et là, on va essayer de les convertir en leur faisant acheter des choses dans le jeu. Et du coup, vous vous rendez compte de, entre guillemets, l'importance de la communauté quand vous allez avoir un Game Pass. Et donc vous voyez aussi l'importance qu'a Microsoft dans cet univers. C'est que le nombre de joueurs qui sont abonnés au Game Pass de Microsoft donne une puissance à Microsoft qui peut aller vers ses partenaires et lui dire, bah écoute, j'ai 50 millions de joueurs, c'est pas les vrais chiffres, hein, mais j'ai 50 millions de joueurs qui ont mon Game Pass, donc si tu viens chez moi, il y a 3-4 millions de personnes qui vont télécharger ton jeu et y jouer, je vais te payer quelques millions pour ça. Mais en plus, dis-toi que si tu monétises bien ces joueurs dans ton jeu, tu vas pouvoir gagner 10, 15, 20, 30 millions. Et donc vous voyez aussi que tous les éditeurs indépendants et toutes les petites structures comme Focus, comme Digital Bros, ce genre de choses, si elles arrivent à, dans un jeu, même un jeu avec une communauté assez faible, à créer une monétisation de long terme et avoir une communauté de quelques centaines de milliers de joueurs qui dépensent tous les ans un petit quelque chose, bah, tout de suite, vous avez un revenu qui s'installe dans le temps qui est considérable. Considérable. Alors, plus le temps va passer, plus ce qu'on appelle le back catalogue. Donc, c'est ce que je vous explique. C'est tous les jeux qui sont sortis depuis plus d'un an et qu'on continue à vendre en promo, ce genre de choses. À mon avis, plus le temps va passer, plus ce back catalogue, entre guillemets, il va être poussé dans les plateformes de gaming as a service. Donc, les services d'abonnement pour jouer aux jeux vidéo. D'accord? Et plus, entre guillemets, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que au lieu d'être dans on essaye de faire de la promo pour vendre les jeux, on va essayer de faire jouer le plus longtemps possible aux jeux les gens, donc avoir des jeux de qualité.
et on va essayer de monétiser les nouveaux joueurs qui viennent jouer à un jeu. Donc en leur vendant des extensions, ce genre de choses. Et donc vous voyez bien que l'univers complet change. D'accord? Et d'ailleurs, chez Microsoft, ils nous le disent, hein. Parce qu'ils vous disent que la monétisation, entre guillemets, alors j'ai mis la phrase là, elle est en anglais, mais c'est ce que je vous ai expliqué. Donc Sarah Band, qui est vice-président responsable de l'écosystème vidéoludique chez Microsoft, nous explique qu'en fait, la monétisation dans l'univers du gaming, elle est beaucoup plus poussée et elle permet beaucoup plus de choses que sur Netflix ou sur l'univers de l'audio, ce genre de choses. Donc vous voyez bien qu'en fait, l'univers culturel et l'industrie du gaming, c'est déjà plus que l'industrie du cinéma, de la série et des films et des comment ça s'appelle et de la musique. Et en plus, la capacité à créer des nouveaux systèmes de monétisation dans cet univers, il est plus important. Donc à terme, l'univers du gaming, ça va être quelque chose de considérable, vraiment très très important. Donc ça, il faut vraiment y penser à long terme. On va voir un peu un petit exemple, d'accord? Donc là, vous avez entre guillemets les répartitions, et donc vous voyez bien ce que je vous ai dit, hein. C'est-à-dire, le bleu, c'est le jeu, on paye le jeu complètement. Le gris, c'est des abonnements. Donc ça, vous l'avez surtout dans les MMO, ce genre de choses et tout. Et aussi dans les Game Pass, voilà. Donc vous voyez que ça commence à prendre de l'importance. Et vous voyez autre chose, quelque chose qui prend de l'importance, c'est in-game expense. Donc ça veut dire on achète dans le jeu. Et donc vous voyez bien que la monétisation qui était avant quasiment entièrement on achète le jeu. Et après, ça dépendait des supports, mais par exemple pour les MMO, vous aviez de l'abonnement, vous aviez un peu d'achat in-game pour certains jeux, mais c'était limité. Maintenant, on est vraiment sur un truc qui est sur trois piliers bien forts, et le but ça va être de créer des choses sur ces trois piliers et de créer des jeux qui ont toujours cette notion de profiter des trois piliers, aussi bien l'abonnement, aussi bien l'achat in-game et aussi bien l'achat en one shot en une fois. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà. Pour prendre exemple, on va prendre exemple sur EA. Alors EA, il y a le rapport annuel qui est sorti et du coup il y a beaucoup de choses intéressantes. Pour ceux qui suivent ce que je vous ai dit sur EA depuis quelques temps, je vous ai dit qu'une partie du risque de EA, c'était ce qu'on appelle les loot box. Et c'est ce qui est a dans les jeux, entre guillemets. Vous allez acheter, vous allez payer une boîte et dedans vous avez des cosmétiques et puis c'est du hasard, c'est un peu voilà, du gambling. Et votre but c'est d'avoir certains types de cosmétiques, mais vous n'êtes pas sûr de les avoir, donc vous allez dépenser et acheter plein de lootbox différentes pour avoir la chance d'obtenir ce que vous voulez. Donc, donc voilà. Donc ça, ils l'ont développé aussi dans toute une gamme qui s'appelle Ultimate Team. Donc ça vous permet quand vous jouez en ligne à des jeux de sport de EA. Ben en fait, si vous voulez jouer avec enfin, Kylian Mbappé, ce genre de choses, il faut entre guillemets obtenir la carte. Et pour obtenir la carte de Kylian Mbappé, vous ouvrez des loot box que vous pouvez soit acheter, soit obtenir en ayant de la monnaie in-game et en jouant entre guillemets. Et en fait, bah, si vous voulez les meilleurs joueurs, faut jouer beaucoup et faut payer beaucoup. C'est à peu près c'est ce qu'il faut faire. Ou il faut payer plus que beaucoup pour être sûr d'avoir tout ce qu'on veut sans jouer beaucoup. Donc forcément, ça coûte très très cher. Donc ce que vous voyez, c'est que déjà, ce principe d'Ultimate Team, ils l'ont déployé. Là où ils l'ont inventé sur FIFA, ils l'ont déployé sur tous les autres jeux. Et leur but, quand on commence à parler un peu avec EA Sport et tout, on se rend compte que leur but, c'est vraiment d'amener ce principe d'Ultimate Team sur le plus de jeux de sport possible, et peut-être plus tard d'essayer de bâtir des nouvelles choses sur ce principe d'Ultimate Team. Donc par exemple permettre des échanges d'un jeu à l'autre, ce genre de choses, tout en prenant une commission au passage, hein, parce que c'est toujours le but, voilà. Donc un autre problème, ça, pour ceux qui suivent, j'avais bien dit, c'est que les loot box, bah, du coup, comme il y a un côté un peu addictif, il y a certains gouvernements qui sont de plus en plus réticents à l'utilisation des loot box. Donc vous avez un risque de régulation. Et je vous ai mis le texte de IE, hein. Donc le texte là, c'est issu du rapport annuel d'IE et c'est sur la partie risque d'exécution à long terme. Et quand vous allez sur la partie risque d'exécution à long terme, il vous explique bien que le problème des lootbox, c'est que c'est une grosse partie de leurs revenus. C'est 29% de leurs revenus, les lootbox liés à l'Ultimate Team. Donc c'est vraiment très important, hein. C'est un tiers, un peu moins d'un tiers de leurs revenus qui sont issus de ça.
Donc vous voyez bien que il y a dans les jeux de sport qui ont l'Ultimate Team, vous avez 6 jeux. Donc vous voyez bien que 6 jeux, leur partie online à travers Ultimate Team et à travers ces lootbox représentent 29% des revenus de EA. C'est colossal. C'est vraiment très très important. Donc ça c'est un risque. Mais du coup, c'est là qu'on va comprendre un peu plus le principe de monétisation que je vous expliquais avant. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, EA a décidé d'apporter le EA Game Pass, donc le EA Pass, qui est un peu l'équivalent du Game Pass de Microsoft, mais qu'avec les jeux EA. Ils l'ont importé dans le Game Pass de Microsoft. Donc ils ont créé un contrat avec Microsoft, ils ont amené leur Game Pass dans celui de Microsoft. Et quand vous achetez le Game Pass de Microsoft, vous avez le EA Game Pass. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs qui ont un peu surpris. Alors vous avez des jeux qui sont pas dispo tout de suite, mais vous avez beaucoup de jeux, dont les jeux de sport comme FIFA et tout ça, dès leur sortie ils sont disponibles, ou quasiment dès leur sortie ils sont disponibles. Et en fait, beaucoup de gens se sont dit, mais c'est bizarre parce que les gens auraient pu acheter le jeu à 60 euros ou ce genre de choses, pourquoi aller le mettre dans un pass? Et bah parce qu'en fait, justement, ils vont créer la rémunération non plus en vous vendant le jeu quand ils vous vendent un jeu de sport, mais en vous vendant des éléments et des joueurs professionnels de l'Ultimate Team dans Ultimate Team à travers ces lootbox. Donc leur manière de se rémunérer maintenant, c'est plus forcément de vous vendre le jeu, mais c'est de l'apporter à la communauté de Microsoft, de dire jouez à notre jeu, de les convaincre de jouer en ligne et de dire ah bah tu veux des meilleurs joueurs pour pouvoir combattre, pour pouvoir faire des matchs de qualité face aux autres, et ben paye, achète des box pour essayer d'avoir ta petite vignette Kylian Mbappé pour pouvoir jouer avec Kylian Mbappé dans le mode multijoueur. Donc c'est vraiment vraiment très très intéressant et vous voyez vraiment que ça commence à avoir une importance parce que comme je vous l'ai dit, des gens comme Take-Two, des gens comme EA commencent à pousser leur catalogue dans des services comme celui de Microsoft pour aller s'accaparer une partie des utilisateurs et essayer de les convaincre de devenir des utilisateurs de leur licence à très long terme et les monétiser dans le jeu. Et donc ça c'est vraiment quelque chose de très très intéressant.